Face à un ennemi aussi invisible et tueur qu'est la Covid-19 qui fait de ravages à travers le monde, il n'y a pas de temps à perdre. Un peu partout à travers le monde, des essais cliniques sont en cours, des schémas thérapeutiques mis en place pour le traitement de la Covid-19. Mais comment soigne-t-on les patients Covid-19 en République démocratique du Congo? Quels sont les enjeux et les défis de l'heure? Comment expliquer le faible taux de mortalité lié à la Covid-19 en République démocratique du Congo? On en parle avec le professeur Jean-Marie Kayembe Ntoumba, président de la commission prise en charge au secrétariat technique des ripostes. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission Instant médical. Le coronavirus, ce nom est surtout le lèvre. On en parle dans nos familles, au travail, dans les bus. Mais que sait-on de ce virus venu de Wuhan? Quels sont ses modes de transmission? Quels sont les symptômes du coronavirus? Le détail, c'est dans ce dossier. Le coronavirus, du latin virus à couronne, forme une grande famille des virus qui infectent principalement les animaux, mais qui peuvent aussi causer des infections chez l'homme. Deux coronavirus ont entraîné des épidémies graves et parfois mortelles chez l'homme. Le SRAS, responsable d'une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003, et le MERS, identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. En 2019, un nouveau coronavirus a été identifié en Chine. Le SRAS et le MERS ont pour origine la chauve-souris, puis un animal intermédiaire, la civette palmiste, marquée, vendue et consommée en Chine pour le SRAS et le dromadaire pour le MERS. La Covid-19 est une maladie respiratoire provoquée par un coronavirus émergent, le SRAS-CoV-2. Le virus, c'est un nouveau virus de la même famille que d'autres virus tels que les syndromes respiratoire aigu et sévère SARS, responsable de certains types de rhume courants. La maladie a débuté dans la ville de Wuhan, en Chine, en 2019 et s'est vite répandue à travers le monde. Le coronavirus se transmet d'homme à homme par contact direct ou par des sécrétions ou gouttelettes respiratoires produites lorsque la personne infectée tousse ou éternue ou encore au contact avec des surfaces et des objets contaminés. Le virus de la Covid-19 peut survivre pendant plusieurs heures sur les surfaces. La période d'incubation est comprise entre 2 et 14 jours. La Covid-19 affecte les individus de différentes manières. La plupart des personnes infectées développent une forme légère et modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation. Les symptômes les plus fréquents sont la fièvre, la toux sèche, les maux de tête, la fatigue et les essoufflements. Les signes les moins fréquents sont les courbatures, la diarrhée, la conjonctivite, la perte de l'odorat et la décoloration des doigts des orteils. Dans le cas le plus grave, la maladie peut aussi évoluer avec la grippe ou un simple rhume banal jusqu'à provoquer la pneumonie ou des difficultés respiratoires. Pour l'instant, il n'existe ni traitement spécifique ni vaccin. Il est médecin spécialiste en pneumonie, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa et président de la commission prise en charge au secrétariat technique des ripostes. Lui, c'est le professeur Jean-Marie Kayembe Ntoumba que nous avons l'honneur de recevoir dans ce numéro de votre magazine Instant médical. Bonjour professeur. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous avoir sur notre plateau pour cette émission qui sera consacrée sur l'évolution de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Merci, c'est avec plaisir que je participe à cette émission avec un rectificatif, pas spécialiste en pneumonie, c'est une maladie, mais plutôt en pneumologie. Merci beaucoup, professeur. Je le corrige avec vous. Donc, le professeur Kayembe est spécialiste en pneumologie. Il est médecin, voilà. Professeur, nous parlons de l'évolution du coronavirus en République démocratique du Congo. On sent qu'à travers le monde, les scientifiques sont un peu dépassés. Et quelle est la situation actuelle ici en République démocratique du Congo, précisément dans les hôpitaux de prise en charge? La situation est assez disparate
en République démocratique du Congo, en ce que le profil à Kinshasa est plutôt un profil tout à fait réconfortant et satisfaisant. Mais lorsque nous jetons un coup d'œil dans l'arrière-pays, on s'aperçoit qu'il y a tout de même des provinces qui sont encore en phase d'acquisition de nouveaux cas. Le cas du Nord Kivu, le cas du Katanga, mais il y a aussi plus près de nous le Congo central qui nous a donné des frayeurs. Il y a un petit peu plus d'un mois, la situation paraît actuellement tout de même sous contrôle. Voilà, professeur, au vu de statistiques, les bulletins qu'on reçoit tout le jour montrent qu'il y a baisse de cas de contamination ici en RDC. Et est-ce que nous pouvons dire que la situation est en voie d'être maîtrisée? Il faut absolument reconnaître que lorsque nous comparons la cartographie d'aujourd'hui à ce que nous avons connu entre le mois de juin et le mois de juillet, il n'y a pas photo, comme disent les habitués de la presse dite, la presse verbale. En ce que nous avons connu des périodes allant jusqu'à plus de 10 jours où nous n'avions aucune nouvelle admission dans les structures médicales de Kinshasa. À l'heure d'aujourd'hui, aucune structure de la ville de Kinshasa n'a plus de 10 patients hospitalisés. Cela mérite beaucoup d'attention et une interprétation qui doit être loin de pousser en nous un quelconque triomphalisme. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Voilà, professeur Kayembe, vous êtes président de la commission chargée de la prise en charge contre cette maladie de coronavirus en RDC. Alors que la population attendait le pic, nous avons constaté que c'est le contraire. Nous observons avec satisfaction les guérisons en cascade. Cela est dû à quoi? Quel est le traitement exactement que vous utilisez pour la prise en charge Covid en RDC? Je trouve en votre préoccupation et question une préoccupation tout à fait judicieuse. Il n'y a pas de recette miracle. Je ne me gênerai pas de dire à la face du monde que s'agissant d'une maladie virale, le traitement étiologique, les antiviraux, les molécules qui devraient anéantir complètement le virus, il n'en existe nulle part à l'heure actuelle. Tous les traitements qui sont aujourd'hui proposés résultent d'essais cliniques et sont prescrits à titre conventionnel. Ça voudrait dire qu'ils échappent aux étapes habituelles de l'acceptation d'un médicament. C'est simple. Regardons le virus de la grippe, une maladie séculaire. Nous n'avons pas encore de véritables virucides. Ça voudrait dire des molécules à même de tuer complètement le virus de la grippe. Par contre, avec un nouveau virus comme celui, le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, nous avons encore beaucoup à apprendre de ce nouvel agent pathogène. Il existe bien sûr, et à côté de meilleure compréhension des effets physiopathologiques, ça voudrait dire lorsqu'un germe pénètre dans un organisme, il provoque une transformation, un certain comportement dans cet organisme. Aujourd'hui, nous savons comment ce virus peut pénétrer dans l'organisme et quelles sont ses cibles potentielles, donc les cellules que ce virus utilise pour sa multiplication avant d'atteindre, de se disséminer à travers tout l'organisme et attaquer d'autres organes. De cette compréhension qui a mis du temps et qui n'a pas fini de livrer de secrets encore d'ailleurs, on sait à peu près quelles sont les cibles sur lesquelles certaines molécules peuvent avoir une certaine activité. C'est ainsi que, comprenant l'action de certaines molécules déjà utilisées dans le temps contre certaines maladies virales ou maladies immunitaires, nous avons adopté, chez nous, en République démocratique du Congo, un schéma thérapeutique fondé sur l'association de la chloroquine ou son dérivé, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui est un antibiotique, auquel nous ajoutons
des antioxydants, etc. Mais je ne voudrais pas ici dire que cette molécule à elle seule, sans l'application des mesures préventives qui sont capitales, les mesures dites barrières, nous aurons certainement l'occasion de les rappeler, pourquoi pas, c'est la conjonction de toutes ces mesures ensemble qui permet que nous ayons un tant soit peu les résultats que nous obtenons aujourd'hui. Donc, vous voulez dire que la prise en charge est faite uniquement de la chloroquine, l'azithromycine et des antioxydants que vous utilisez. Et qu'en est-il des protocoles proposés par certains scientifiques congolais? Nous avons vu à l'instar de Dr Mouniangui avec l'artémisia. Qu'en est-il du Covid organique venu de Madagascar? Le protocole proposé par le professeur Valentin Vangou et le prof Michel Ekwalanga. Qu'en est-il de ces protocoles? Est-ce que c'est appliqué, c'est utilisé dans la prise en charge Covid en RDC? Oui, je voudrais surtout ne pas être simpliste. Je ne me reconnais pas avoir dit qu'on n'a que ces molécules-là que j'ai citées, notamment l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et les antioxydants ou d'autres oligo-éléments comme le zinc qui nous donnent tous les résultats que nous avons obtenus. Non, qu'à cela ne tienne. Il y a toute une conjonction de mesures qui répondent ou qui conditionnent le traitement en suivant la sévérité du cas. Nous avons une définition évidente des cas. Les patients, la plupart, plus de 85%, sont d'ailleurs asymptomatiques. Il y en a qui présentent des symptômes tout à fait légers. Je donnerai l'exemple de douleurs articulaires ou de l'atout, des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires, ou une perte de goût et de l'odorat. Il y en a qui atteignent des stades un peu plus sévères, qui sont des stades d'atteinte respiratoire, où la dyspnée est importante et où le sujet peut développer même une désaturation, c'est-à-dire une diminution de la quantité d'oxygène dans le sang. En fonction de la sévérité du cas, nous avons, pour la plupart des malades, recouru soit à l'oxygène, qui peut être donné par sonde nasale, tout simplement, ou par un masque à haut débit, à haute concentration d'oxygène, ou encore nécessiter un recours à la ventilation non invasive, notamment la CPAP, et d'autres sont allés même jusqu'au respirateur artificiel, avec généralement, et ça c'est un constat, un pronostic très réservé lorsque le patient atteignait la ventilation artificielle. Mais la Covid, on le sait aujourd'hui, n'est pas simplement une maladie du système respiratoire. Bien sûr qu'il y a des patients qui ont développé des atteintes respiratoires, qui ont nécessité un recours à l'oxygénothérapie, etc. Mais il y en a qui ont développé des atteintes d'autres organes, comme la maladie rénale chronique, qui parfois a nécessité une dialyse, etc. Ou lorsque c'est une infection généralisée en sepsis aiguë, avec une hypotension artérielle, etc. Là aussi, le recours à des moyens de ressuscitation plus importants est nécessaire. C'est la conjonction de tous ces éléments en réponse à une bonne définition des cas, en réponse à un diagnostic posé de manière précoce qui peut nous permettre d'obtenir des résultats tout à fait satisfaisants. Chez nous, quasi à tous les stades, les molécules de base que nous avons proposées étaient l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et d'ailleurs, nous avons une enquête là-dessus couvrant les 4 premiers mois de traitement qui nous conforte, à l'instar d'autres nations en Afrique subsaharienne, à utiliser cette combinaison contenant l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Vous m'avez demandé s'il n'y a pas d'autres protocoles chez nous au pays. Le secrétariat technique, par le truchement du ministère de la Santé, a proposé ce que nous, organes techniques, avons proposé comme traitement. Il y a, j'en ai entendu parler également, d'autres protocoles qui ont été soumis. Mais l'acceptation d'un protocole thérapeutique, quel qu'il soit, exige quelques étapes, notamment celle du comité scientifique, où vous devez montrer quel est le protocole que vous voulez appliquer, quelle est son accessibilité et quelle est surtout son efficacité et son innocuité.
C'est seulement lorsque toutes ces étapes sont rencontrées que vous avez le brevet, l'autorisation de l'appliquer sur l'espèce humaine. La population congolaise méritant elle aussi suffisamment de protection. Je suis mal placé pour pouvoir ici défendre un quelconque protocole issu de quelque organisme que ce soit. Prenez la liberté d'inviter ceux qui ont proposé ce protocole ou leurs inventeurs. Ils seraient en tout cas mieux que moi placés pour vous répondre aux questions qui les concernent. À chacun ses oignons et les vaches seront bien gardées. Merci, professeur. Professeur Kayembe, peut-on faire la prévention contre le coronavirus avec la chloroquine? Parce que lorsque la population quinoise a appris que la chloroquine participait à la prise en charge, il y a certaines personnes qui ne veulent plus aller à l'hôpital. Bon, il s'est dit, je peux prendre la chloroquine pour prévenir. Est-ce que cela peut être efficace? Qu'est-ce que vous conseillez? La médecine, elle aime les évidences. On ne peut recommander que c'est ce qui est evidence-based, donc fondé sur les évidences. Je dois vous dire qu'il y a eu des essais thérapeutiques dans la plupart des pays, notamment en Inde, en Europe, aux États-Unis, au Brésil, qui ont essayé de montrer le pouvoir préventif éventuellement de l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Je voudrais même dire qu'un citoyen célèbre de ce monde, nous avons cité le président des États-Unis, il a pris la liberté d'informer le monde entier qu'il prenait 200 mg, ce qui me paraissait un petit peu, d'hydroxychloroquine tous les jours et qu'il nous enfermerait quand il arrêterait. Nous attendons toujours qu'il nous informe. Il n'y a pas à l'heure actuelle, à ma connaissance, soyons humbles, de rapports ou de publications évidentes montrant l'efficience de la prévention par l'utilisation de l'hydroxychloroquine, en particulier chez les professionnels de santé. Comme on dit, wait and see. Attendons toujours. Lorsque nous aurons des études bien menées qui peuvent en apporter la preuve, parce que la plupart des molécules, je me répète, que l'on a essayé, il y en a plusieurs. Vous connaissez le remdesivir et tant d'autres, même le sérum de convalescent. Tout cela résulte pour la plupart des molécules des essais in vitro, pas forcément sur l'homme, mais des essais qui ont été faits en laboratoire qui montrent leur action sur la charge virale et d'autres sur comment ils boostent l'immunité de l'individu, comment l'individu réagit au virus. Ce sont les molécules agissant essentiellement sur ces deux paramètres. Et en troisième lieu, celles qui vont agir sur les complications, notamment atteintes respiratoires, thromboemboliques, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de thromboses, de thromboembolies chez ces patients. Ce sont les molécules qui agissent sur tous ces secteurs-là qui peuvent être tout à fait proposés. Ma réponse est simple. Il n'y a pas à l'heure actuelle d'évidence qui prouve que réellement, prise préventivement, la chloroquine peut être efficace. Et il faut savoir qu'elle n'est pas dénuée d'effets indésirables ou d'effets délétères. Voilà, professeur Kayembe, comment se fait le schéma ou bien les circuits médicaux pour la prise en charge? Donc, quelqu'un qui arrive, un patient qui arrive pour la première fois à l'hôpital, quel est le circuit qu'il doit suivre pour la prise en charge? Je vous trouve particulièrement perspicace, madame. Vous m'avez demandé de savoir quelle est la magie que nous avons pu appliquer avec la prise en charge, c'est aussi l'organisation. Le circuit du malade a, dans la prise en charge, été clairement défini. Il y a le triage, qui suppose déjà une très bonne information de ceux qui reçoivent le patient. Quels sont les symptômes qui peuvent venir? Nous savons qu'il y en a qui font de formes légères, avec très peu de symptômes, comme un fébricule ou réellement de la fièvre, tout simplement. Mais dans notre pays, le paludisme se manifeste aussi par de la fièvre, des myalgies, des céphalées. Mais en période de pandémie comme ici, vaut mieux d'ailleurs encore pécher par excès. Tout considéré comme étant Covid, jusqu'à la preuve du contraire, qui sera la réalisation du test. Donc le circuit est bien défini. Les professionnels de santé suffisamment formés pour cela, et la prévention et la protection du personnel soignant qui consulte par l'usage rationnel des équipements de protection individuelle. Nous avons cela comme une panacée qui nous a aidés. En second lieu, madame, je voudrais ici montrer
l'importance de l'appropriation de la lutte par la communauté. Les médecins chefs de zone sont aujourd'hui au premier rang de la gestion de nos patients Covid. Informés, formés de manière continue, ils savent suivre les patients dans la communauté, même à leur domicile. Cette approche zonale de la gestion de la Covid est parmi, à mon humble avis, les plus grands succès par l'appropriation de la maladie par la communauté. Beaucoup de choses restent encore à faire dans le domaine de l'information, dans le domaine de l'appropriation de la riposte, de la réaction par l'application des mesures barrières par la communauté. Il y a encore suffisamment de réticences qui nécessitent qu'elles soient approchées, qu'elles soient, comme disent les anglo-saxons, adressées. To address, disent. J'adore cette expression qui est plus courte. Donc, que tout le monde s'approprie la lutte par l'application la plus intensive possible des mesures barrières. C'est le prix à payer pour un véritable résultat. Professeur Kayembe, un autre souci par rapport à la prise en charge en RDC, la population s'est plainte. Nous avons des inquiétudes de la population par rapport à la prise en charge. D'abord, il y a plusieurs rumeurs qui ont tourné autour de la prise en charge Covid-19 à Kinshasa particulièrement. Et de l'autre côté, il y a les Quinois qui n'arrivent pas à voir les malades sur les lits des hôpitaux comme c'est partout ailleurs. Et pourquoi cette interdiction? Est-ce que être malade Covid, c'est un secret d'État ou comment? Pourquoi ne pas mettre à la disposition de la population des images qui montrent réellement les personnes malades sur les lits des hôpitaux? Oui, je dois là reconnaître le travail de SAP qui doit être accompli par les chevaliers de la plume et vous, les animateurs audio, télévision, etc., en répétant, en ressassant sans cesse le message important qui doit dire que cette maladie, elle existe réellement. Perchées sur les hauteurs de Kinshasa, à 20 km du centre-ville, les cliniques universitaires de Kinshasa est l'un des 8 hôpitaux sélectionnés pour accueillir les patients Covid-19. Depuis le début de la pandémie, tout malade qui vient pour la première fois à l'hôpital passe par la zone de triage. Derrière l'hôpital, une tente est installée pour cette fin. Les cas suspects sont installés dans ces locaux pour le prélèvement. À côté de la salle d'isolement, un laboratoire est mobilisé depuis quelques temps pour développer des tests en urgence et analyser des échantillons prélevés sur le cas suspect. Des tests très sécurisés et encadrés. Les résultats sont concluants pour la gestion épidémique. De la salle d'isolement, les cas positifs sont transférés en hospitalisation dans ce bâtiment complètement rénové par le ministère de la Santé à l'aide d'une ambulance. Dans ce bâtiment, les malades graves sont séparés des cas bénins. Les CUC ont adopté un dispositif de riposte en fonction des besoins identifiés et plusieurs unités spécialisées sont dédiées à la prise en charge des patients Covid-19. Au début de l'épidémie, c'était un peu stressant. Quand on s'habillait, on était un peu stressé. Parfois, on transpirait, on avait un peu peur. Mais avec le temps, nous sommes habitués à prendre des décisions. On sait que parce qu'il y a l'équipe, il y a des réunions qui se passent tous les jours. Les médecins, les infirmiers, ça forme une seule équipe. Alors, on nous forme sur tout ce qui peut arriver chez le malade. Et la décision est prise directement. Quand nous sommes ici, nous voyons directement que le malade commence à désaturer. Directement, quelqu'un de l'équipe, il y a l'équipe des infirmiers, l'équipe des médecins, l'équipe des hygiénistes, nous tous travaillons pour un seul corps. Alors, quand il y a un problème, il y a tous les médecins qui sont ici. Dans l'équipe, il y a les médecins de réanimation, les internistes, les infirmiers. Parmi les infirmiers, il y a aussi des anesthésistes, les infirmiers anesthésistes qui interviennent. Directement, vous entrez pour aller voir ce qu'il y a sur place chez les malades. Dans cette salle de réanimation, les malades sont dans un coma artificiel. À leur chevet, une armée s'active. Il faut maintenir le corps en vie. La salle contient l'oxygène mural pour alimenter les patients. Les cas critiques et sévères ont une surveillance rapprochée en temps réel.
Dans cet établissement de santé, tous les malades reçoivent le même traitement à base de l'hydroxychloroquine et la zithromycine, 2 molécules adaptées par le protocole du secrétariat technique de riposte associé à d'autres produits selon la morbidité du patient. À pas de course, les CUC ont réussi à prendre en charge les cas les plus complexes de la Covid-19, tels que précise son médecin directeur, le professeur Jean-Robert Makoulou. Les débuts ont été très difficiles dans la mesure où il n'y avait pas suffisamment de moyens, puis les hôpitaux n'étaient pas très bien préparés. Mais par la suite, avec l'aide du gouvernement, l'aide des partenaires et puis la mobilisation du personnel médical et paramédical, les choses se sont améliorées. Les cliniques, nous avons eu à soigner des cas les plus compliqués qui étaient parfois référés d'autres centres de traitement Covid. Les patients Covid avec insuffisance rénale, avec détresse respiratoire, avec des hémorragies digestives, parfois on nous les référait. Donc il fallait non seulement que les personnels soient en mesure de se protéger, mais il fallait pratiquer une médecine spécialisée. On a eu des cas très compliqués, mais progressivement la situation s'est améliorée. La situation s'est améliorée et on a sauvé beaucoup de cas in extremis. Donc nous félicitons vraiment le personnel, aussi bien les intensivistes, les réanimateurs, les chirurgiens, les néphrologues, les gastro-entérologues. La prise en charge a été multidisciplinaire. Voilà 6 mois qu'ils combattent le virus dans la cohésion de l'équipe multidisciplinaire constituée des médecins, internistes, infirmiers, anesthésistes, nutritionnistes et hygiénistes. Dans ce combat contre le virus, le personnel soignant reste les plus exposés au risque de contamination. Malgré ces risques, ces prestataires des soins restent dévoués et travaillent jour et nuit, font de tours de salle et réconfortent les malades. Loin d'être un mythe, la Covid-19 est une réalité pour cette patiente trouvée sur son lit d'hôpital. Après avoir reçu des soins, elle parle de sa maladie. J'avais des fièvres. Comme toujours à la maison, je pensais que c'était la malaria. J'avais commencé par prendre moi-même les produits à la maison. Je prenais les produits, les anti-malaria, quelques antibiotiques, mais ça ne marchait pas. Vraiment, je ne me sentais pas bien du tout. Ils m'ont pris en charge là-bas pendant 2 jours. C'est après qu'ils ont fait les tests de Covid, tellement que j'étais essoufflée, je ne me sentais pas bien, je n'arrivais même pas à marcher. C'est comme ça qu'ils m'ont transféré ici au clinique universitaire. Et depuis que je suis là, je prends les médicaments. J'ai été admis d'abord le premier et le deuxième jour sous bonbonne, mais maintenant ça va. Je ne suis plus sous bonbonne, je vais bien. Que les gens prennent au sérieux cette maladie. Parce que je suis parmi celles qui croyaient aussi que la maladie n'existe pas. Je sortais aussi comme tout le monde avec mon masque, mais je le baissais toujours. En dessous je le mettais sur le menton, comme toute autre personne. Je trouvais que j'ai... non, masque, ça maladie à l'ukuta. Bien que je suis intellectuel, mais je me suis comporté presque comme les non-intellectuels. Mais c'est par après que je me suis rendu compte qu'effectivement, la maladie existe en arrivant ici. Que les gens prennent au sérieux, que les gens se protègent, c'est sérieux. Depuis le début de la pandémie en mars dernier, l'hôpital a déjà reçu 263 malades Covid-19, dont 3 enfants. Après 6 mois de combat contre la Covid-19, les cliniques universitaires de Kinshasa ont pu jouer pleinement leur rôle et relever les défis de la prise en charge selon la mission qui lui ont été assignée, à savoir les soins de qualité, la recherche et le service à la communauté. Il faut encore lutter contre la stigmatisation de cette pathologie, qui vient d'ailleurs du fait qu'on nous a montré régulièrement des malades en soins intensifs et décédés en Europe, etc., où les systèmes de santé sont quand même beaucoup plus forts. Et du coup,
Les personnes qui pouvaient se retrouver, se décrire, se définir dans des critères de consultation précoce avaient peur de se présenter, avaient peur de la stigmatisation collective. Même quand on a répété qu'il s'agit, pour plus de 85% des sujets, d'une maladie semblable à la grippe et qui peut très bien passer lorsque la gestion, lorsque le fait de ne pas la transmettre à d'autres était fait. Et la référence précoce, quand commencent les difficultés respiratoires, nous avons aujourd'hui prépositionné dans quasi toutes les formations médicales de la place l'extracteur d'oxygène, qui peut être placé même par un nettoyeur à qui on a montré comment le faire, l'oxygène par sonde nasale. De cette manière-là, on peut empêcher la progression vers l'insuffisance respiratoire grave. C'est parmi les mesures qui nous ont aidés. Et nous avons un protocole thérapeutique rigoureux qui tient compte de la classification en termes de sévérité du cas et qui propose une approche thérapeutique, c'est-à-dire des médicaments adaptés quasi à chaque stade. Et comment savoir qu'un sujet a un besoin accru en oxygène en mettant un petit gadget au doigt, le saturomètre, et nous en avons placé même au niveau de nos zones de santé, peut permettre directement de détecter une personne qui est dans le besoin. Au-delà de la difficulté respiratoire avérée qui est dans le besoin de bénéficier de l'oxygène. Madame, c'est tout un paquet, vous avez compris, qui trouve ou qui fait de la place à tous les acteurs de santé, à commencer par les acteurs au niveau de la communauté. Voilà, professeur Jean-Marie Kayembe. Une autre question, le coronavirus, quelle différence avec la toux? Je m'explique. Lorsque vous êtes en face d'un malade qui présente des symptômes grippales, comment faire le diagnostic? D'abord, la maladie, la COVID-19 n'a pas un seul symptôme. La toux, non. Ce sont des recoupements épidémiologiques qui ont essayé de montrer que la toux est généralement sèche. Une toux qui n'a pas de production comme dans la tuberculose où vous toussez et vous crachez. Je me répète, généralement. Généralement ne veut pas dire exclusivement. C'est ça. Et même dans la grippe, on a toujours une phase sèche au début de la toux, avant la phase que nous appelons la phase catharale, où il y a une hypersécrétion de crachat, etc. Tout à fait. L'asthmatique a sa petite toux habituelle, la bronchite chronique également. Vous soulevez implicitement un problème, c'est lui, de considérer toute toux à l'heure actuelle comme étant une traduction de la COVID-19. Et du coup, les malades, nous avons parlé de la stigmatisation, qui ont l'asthme, qui ont la BPCO, qui est la bronchite chronique obstructive ou la bronchite aiguë, ont peur d'aller en milieu hospitalier par peur de stigmatisation et du coup, l'impact de la COVID-19 sur la prise en charge d'autres pathologies, d'autres états morbides habituels devient un impact préoccupant et négatif parce qu'on retarde le diagnostic, notamment de la tuberculose, chez quelqu'un qui mériterait d'avoir ses soins contre la tuberculose. Donc, la toux à elle seule ne peut pas permettre d'établir un distinguo ou un diagnostic différentiel entre la COVID et d'autres causes de toux. C'est la raison pour laquelle le bon sens, le flair, s'est référé aux professionnels de santé qui, eux, sont régulièrement remis à jour pour pouvoir s'orienter vers telle ou telle autre étiologie. Merci, professeur Jean-Marie Kayembe, pour ces précisions. Maintenant, là, nous passons à une rubrique que nous avons instaurée dans cette émission, c'est les questions de la population. Que pense la population par rapport à la COVID-19? On le suit tout de suite avec nous. Moi, je me demande, on avait dit qu'il y a à l'hôpital les cinquantenaires, c'est là où il faut aller, je ne sais pas s'il faut aller encore à... Mais si quelqu'un part par exemple à la clinique d'Alema, il n'a pas de moyens, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on va donner un jeton ou bien on va donner une carte pour montrer que je suis venu pour qu'on m'examine pendant que je n'ai pas de moyens? Déjà, on entend parler de la prise en charge, mais on ne dit pas c'est possible. Ça se passe comment? On fait quoi? Qui fait quoi? Comment? Pourquoi? On ne sait pas. On entend seulement en général la prise en charge. Mais là-dedans, si on peut nous expliquer,
C'est que c'est... Je ne parlais pas à comprendre comment on peut demander à la population de porter les masques pendant que ces mêmes personnes qui demandent à la population de porter les masques, eux-mêmes ne portent pas ces masques-là. Ça me dépasse des fois de voir un policier prendre un civil et lui demander pourquoi tu ne mets pas les masques pendant que le civil est par exemple seul autour de lui dans les 10 mètres carrés, il n'y a aucune autre personne. Mais on lui prend, on lui dit non, on part à la poste de police. Pendant que la journée, il y a les gens qui circulent librement et la police ne fait presque, je ne peux pas dire presque rien, mais vous allez voir que la police laisse ces gens circuler, mais pendant la nuit, on est en train de les capturer. Donc c'est une question qui, je n'ai pas de réponse jusque-là. Mais... Réellement, si la maladie existe, quelles sont les vraies mesures prises par l'État? Quelles sont les vraies mesures? Parce que c'est devenu comme l'esclavagisme. Dire à quelqu'un que non, si tu n'as pas porté le masque, il faut payer. Donc ça, c'est l'esclavagisme. Il faut conscientiser la population. Et conscientiser, je ne vois pas la propagande, surtout au fin fond de notre vie. Je ne vois pas la propagande. Au moins dans les centres-villes, je vois, il y a des affiches, il y a tout ça, mais au fin fond là, de notre ville, je ne vois pas ça. Il y a la population qui s'est demandé pourquoi ne pas organiser des campagnes de dépistage en masse pour que vous puissiez directement détecter les malades et les prendre en charge. Qu'est-ce que la RDC attend par rapport à ça? Ce serait réellement l'idéal, dépister tout le monde, rendre les gens responsables en isolant ceux qui sont testés positifs. Cela a un coût que notre pays à l'heure actuelle ne peut pas se permettre d'obtenir. Remarquez simplement, lorsque le gouverneur de la ville au tout début, nous apprenions de la riposte à cette pathologie les uns des autres. Vous avez vu ce que ça a fait en 48 heures? On a frisé les meutes nationales. Il faut gérer en responsable. Les dirigeants le font, j'en suis certain, mais nous n'avons pas à l'heure actuelle la capacité de tester, de faire un dépistage de masse. On fait le plus qu'on peut, mais surtout un dépistage diagnostique en ce moment, compte tenu des intrants dont nous disposons. Il faut savoir que la pandémie ayant frappé le monde entier en même temps, nous avons moins que, notamment dans la maladie à virus Ebola, bénéficié de la solidarité internationale, où l'on pouvait nous accorder des moyens de diagnostic, des moyens de dépistage qui auraient pu nous aider un peu plus facilement. Je pense que, regardez, même des pays organisés, avec système de santé organisé comme la France, n'arrivent pas encore à réaliser un véritable dépistage de masse. Ce n'est pas chose facile. Voilà, il y a un étudiant qui s'est plaint par rapport au port de masque et la tracasserie policière. Il s'est dit, est-ce que la police tracasse surtout la nuit? Est-ce que le virus circule seulement de manière intense la nuit par rapport à la journée ou bien comment ça se passe? Je ne sais pas dans quel quartier vit mon ami l'étudiant qui se tracasse sur la nuit, etc. D'abord, rien ne justifie que le port de masque ne soit que la journée et pas la nuit. Ça dépend où on se trouve, en milieu fermé, pas familial, au contact des sujets malades ou suspects de l'être, non. Le virus, à ma connaissance, n'a pas une circulation nictémérale. Donc plus la journée que la nuit, certainement pas. Et personne, certainement pas de scientifiques, n'a demandé à la police de n'agir que la nuit. Ceux qui agissent la nuit ont peur des rayons solaires. Il faut maintenant décrypter et connaître leur véritable intention. Il y a une autre question, je pense que c'était la toute dernière. Quelqu'un qui s'est plaint pour dire le port de masque. Vous parlez de... Il y a 3 modes de contamination par la bouche, le nez et les yeux. Pourquoi protéger le nez et la bouche, laisser les yeux? Vous ne pensez pas que ça peut être une source de contamination aussi? D'ailleurs, s'agissant des yeux, la contamination viendrait surtout des mains qui ont touché une surface porteuse du virus et vous portez ensuite au niveau de la muqueuse conjonctivale. On sait à l'heure actuelle que les cellules du nez, olfactives, etc., sont celles qui expriment le plus possible
les récepteurs sur lesquels vient se coller le virus. Je voudrais parler pour qu'on se comprenne. En termes d'importance d'entrée, c'est d'abord au niveau de la muqueuse nasale, les muqueuses nasales, la muqueuse oropharyngée au niveau de la bouche et dans une moindre mesure au niveau de conjonctive. Même les pays musulmans en période de, de carême, parlons de cela en ces termes, ne s'habille pas jusqu'à cacher les yeux, on doit quand même voir où l'on va. Donc il n'y a pas d'argument pour pouvoir dire tout couvrir. Comment verrions-nous? Allons-nous nous déplacer avec des infrarouges? Nous ne sommes pas encore dotés de caméras internes à infrarouge pour réaliser ce déplacement. Toujours en rapport avec le masque, professeur, pour les gens qui ont les asthmatiques ou encore des personnes qui ont la pneumonie, qui n'arrivent pas à supporter le masque, comment ils peuvent se comporter? On va leur conseiller simplement de limiter le plus possible les déplacements. Lorsqu'on est chez soi, tout seul, en espace dans sa maison, fenêtre ouverte, etc., le risque de rencontrer une personne qui peut infecter, parce que sachez, 85% peuvent être porteurs du virus, mais asymptomatiques, donc aucun symptôme. Le risque est moindre. Il y a d'autres mesures de réaction. Le lavage de mains régulier, parce qu'on peut rencontrer le virus sur une surface. C'est lorsqu'on est en face d'une personne qui est porteuse du virus, qui postillonne, qui parle à une distance inférieure à 1 mètre, 1 mètre et demi, elle peut envoyer des gouttelettes que vous inhalez, qui entrent par la bouche et qui peuvent vous infecter. Lorsque vous êtes réceptif, lorsque votre immunité permet de recevoir ce virus qui arrive. Le masque protège de ces particules qui sont inhalées. On sait, ça devient une certitude depuis ce mois de septembre, qu'il y a aussi des particules aérosolisées, des particules tout à fait fines, de diamètre inférieur à 0,5 micromètres, qui peuvent encore rester en suspension. On pense jusqu'à plus ou moins 3 heures. C'est cela qui justifie le port du masque lorsqu'on est en nombre dans une salle, surtout pas bien aérée et fermée. Un auditoire, par exemple, où il y a des gens, une aération insuffisante ou un recyclage de l'air en espace fermé, des études ont montré comment le virus peut être aérosolisé et pris éventuellement à distance, dans un espace clos. C'est l'avantage de l'activité en plein air, où l'on est à distance les uns des autres. La distanciation sociale est un critère d'une importance capitale également, mais le masque est déjà un moindre mal, parce qu'on ne peut pas dire qu'une mesure en elle-même est porteuse de toute la solution. Le masque est un moindre mal et une aide évidente lorsqu'on est en espace fermé, éventuellement, ou en espace public et à plusieurs. Je vois notamment le transport en commun, où il devient totalement indispensable d'insister sur le port du masque. Parlant de la prise en charge, pensez-vous que le personnel soignant en tout ce qu'il y a de nécessaire pour une meilleure prise en charge des patients? Parce que nous entendons parler des impaiements d'une part et des détournements de fonds d'autre part. Est-ce que les personnels soignants qui sont en première ligne dans la riposte sont vraiment en tout ce qu'il faut pour une meilleure prise en charge? Je suis responsable de la prise en charge médicale de patients. Je m'intéresse bien sûr aux questions de prise en charge sociale également de ces patients. Seulement, le secrétariat technique que dirige le professeur Muyembe fait des efforts auprès du gouvernement de la République pour que ces personnes qui sont pour la plupart des héros dans l'ombre, la plupart se sont sacrifiés. Nous avons perdu quelques compagnons de lutte qui sont décédés de cette affection. Nous n'allons pas ici énumérer les noms des uns et des autres. Au risque d'en oublier, il n'y a pas de mort négligeable. Mais je pense que, vous savez bien, et ce serait un secret de polichinelle que de dire que ce personnel soignant n'est pas encore rémunéré à sa juste récompense à ce jour. Mais j'espère que la responsabilité incombant à ceux qui nous dirigent
chacun s'assumera pour que cette partie de la population puisse recouvrer ses droits et le plus rapidement possible. Vous venez de parler du nombre des contaminations, des cas de contamination des personnels soignants. Est-ce que vous avez les statistiques des décès et de ceux qui ont été guéris? Nous avions au tout début, au mois de mars, atteint jusqu'à presque 4 ou 5%. Je dois vous dire qu'à Kinshasa, depuis plusieurs mois, nous n'avons plus eu d'informations sur une seule contamination parmi le personnel soignant, ce qui suppose qu'ils sont pourvus en équipement de protection individuelle suffisant et que surtout, la formation continue pour cette protection individuelle porte ses fruits et doit être poursuivie. Ces efforts sont à étendre dans l'arrière-pays parce que dans toute épidémie, les professionnels de santé sont en première ligne et les premiers exposés. Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Kayembe. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre magazine Instant Médical. Ce numéro était consacré sur la prise en charge du coronavirus en République démocratique du Congo, sujet que nous avons eu l'honneur de débattre ou de décortiquer avec le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba. Il est président de la commission prise en charge au secrétariat technique des ripostes Covid-19 en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, professeur, une fois de plus, d'avoir répondu à notre invitation et répondu aussi à ces questions de la population. Merci, madame.